Merci, Émile, de me donner la main. Donc exceptionnellement, effectivement, je vais animer cette session, dédiée aux droits humains avec bien sûr, toujours le soutien d'Émile que vous connaissez. Je suis donc Éline Bardot, je suis chargée du sujet, des droits humains au sein, du Pacte mondial et donc on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Je pense que, ces mots, droits humains, droits de l'homme, vous parlent et donc on va commencer par, vous poser des questions justement, sur cette thématique. Donc la première question, qu'on va vous adresser, c'est justement, à votre avis, qui possède des droits humains? Est-ce que c'est seulement les citoyens de certains pays? Est-ce que c'est uniquement les adultes? Ou est-ce que c'est tous les individus dès leur naissance? Donc là, cette fois-ci, on va vous poser la question directement dans le sondage qui s'affiche sur votre écran. Donc normalement, vous avez une petite fenêtre, une pop-up qui vient de s'afficher et vous pouvez cocher directement la case. Alors uniquement la première question. Alors je vois que vous êtes nombreux à remplir. Est-ce que les participants voient les résultats du sondage? Alors non, en fait, on va Alors, devoir faire les trois questions d'un coup pour ensuite montrer les sondages. ouais. Bref. Alors, vous avez été donc une écrasante, majorité à répondre la bonne réponse. Évidemment, c'est bien sûr tous les individus qui sont concernés par les droits humains dès leur naissance. On va revenir sur la définition après, mais c'est vrai que ça peut paraître évident, mais ça reste fondamental de le rappeler. Deuxième question qui concerne les droits humains, c'est selon vous laquelle de des propositions suivantes n'est pas considérée comme un droit fondamental? Le droit à l'éducation, le droit de réserve ou le droit de former des syndicats? Donc à votre avis, lequel n'est pas un droit fondamental? Donc là, c'est la deuxième question. Je vois que certains d'entre vous avaient pris les devants et avaient déjà répondu. Alors je vais attendre quelques instants. Ah, il y a un petit problème sur le questionnaire apparemment. Je vais le relancer. Dites-moi si vous le voyez. Alors, hop. Normalement, c'est bon pour toutes et tous. OK, alors du coup, ceux qui ont déjà répondu, il faut y répondre s'il vous plaît. Donc là, on est à la deuxième question. Alors, je vois que certains répondent déjà à la troisième, si, vous pouvez, aussi, mais là, on est à la deuxième question. Donc selon vous, quel droit n'est pas considéré comme un droit fondamental? Alors là, c'est un petit peu plus, mitigé dans les réponses. Vous êtes plusieurs, à avoir coché, le droit à l'éducation. Ah oui, effectivement, il y a un souci, Émile, c'est, qu'il y a 2 fois il y a pas le il y a pas la En bonne réponse, effet. en fait. Voilà, je comprends mieux la problématique. Excusez-nous, il y a un petit souci effectivement sur le sondage. La bonne réponse n'apparaît pas, donc vous ne risquez pas d'avoir la bonne réponse. Mais celui qui n'est pas considéré comme un droit fondamental, c'est et vous le voyez, qui va s'afficher donc à l'écran, c'est le droit de réserve. Les autres sont considérés comme des droits fondamentaux. Ensuite, en dernière question, un individu peut-il perdre ses droits humains? Oui, et cela arrive fréquemment. Oui, s'il a commis une faute grave ou non, dans aucun cas. Donc là, c'est la troisième question. Je vous laisse le temps d'y répondre. Donc là, oui, écrasante majorité, effectivement, non, dans aucun cas, vous pouvez perdre effectivement vos droits humains. C'est bien le principe justement de ce sujet des droits humains. Donc je vais rentrer un petit peu plus, dans, le détail de cette définition, pour bien rappeler de quoi on parle quand on parle, de droits humains et le premier élément à avoir en tête, c'est vraiment que ces droits sont inhérents à la personne. En réalité, tous les individus donc sont concernés par les droits humains. C'est en fait un ensemble de principes et de normes qui vont venir garantir à la fois la dignité humaine, la liberté et l'égalité de tous les individus. Et quand on dit que ça concerne tous les individus, c'est peu importe leur nationalité, leur sexe, leur religion ou même leurs revenus, tous les individus sont concernés. Et quand on parle de droits qui sont inhérents à la personne humaine, ça fait en réalité référence à 4 qualificatifs qu'on va retrouver dans la Charte internationale des droits de l'homme des Nations unies. Le premier, c'est que ces droits, ils sont universels, donc c'est-à-dire qu'ils sont applicables à tout individu où qu'il soit.
Le deuxième, c'est qu'ils sont indivisibles, donc tous les droits sont d'égale importance, il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Ils sont interdépendants, c'est-à-dire que l'amélioration d'un droit peut faciliter le progrès d'un autre, tout comme la privation d'un droit peut avoir un effet négatif sur les autres droits. Et enfin, ils sont inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être perdus, et ça, même volontairement. Donc si je récapitule, quand on parle de droits inhérents, ça signifie qu'ils sont universels, indivisibles, interdépendants et inaliénables. Ces droits, on va alors bien sûr en France les retrouver dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais plus globalement, quand on va parler de droits humains, on va plutôt énoncer celle qui a inspiré, hein, qui s'est inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Et donc, souvent, on va pas parler simplement de cette déclaration universelle, on va parler de la Charte internationale des droits de l'homme, qui en fait se compose de cette déclaration universelle qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, mais qui a été complétée par deux traités internationaux que vous connaissez sûrement. C'est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc j'imagine que ça doit vous rappeler certains souvenirs, mais on parle souvent du PIDESC. Voilà, c'est ce pacte qui a été ratifié et donc l'ensemble de ces trois textes forment ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage commun, la Charte internationale des droits de l'homme. Donc on va retrouver l'ensemble de ces droits dans ces textes internationaux. Et donc, par exemple, vous en avez qui sont projetés à l'écran. On va retrouver le droit à l'éducation, le droit à la liberté de pensée et de religion, le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à des conditions de travail justes et favorables, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le droit de former des syndicats, qu'on appelle plus souvent le droit de réunion, le droit d'association. Donc tout ça forme ce qu'on appelle les droits fondamentaux et vous pouvez en retrouver vraiment d'autres dans justement les textes internationaux. Ce qui est important d'avoir en compte, c'est que la liste, elle n'est pas forcément fixée. Elle peut évoluer au fil du temps. Par exemple, en 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui reconnaît ce qu'on appelle le droit à l'eau potable et à l'assainissement. Ils ont considéré ce droit à l'eau potable comme un droit humain qui était essentiel pour répondre à ce qu'on appelle communément le droit à la vie, qui est en fait finalement l'un des droits fondamentaux les plus sacrés. Et donc, voilà, petit à petit, on reconnaît certains droits. Il y a aussi beaucoup de débats sur ce qu'on appelle le droit à un environnement sain, qui rentre de plus en plus aussi dans la catégorie des droits fondamentaux. Alors, sur ces droits humains, il faut avoir quelque chose en tête, parce que là, je m'adresse à des entreprises, mais quand on parle de droits humains, en réalité, le premier protagoniste concerné, c'est l'État. C'est l'État qui, aujourd'hui, joue un rôle fondamental pour respecter et appliquer les droits humains. Et ça va se matérialiser par les lois qui vont être passées dans le pays. Mais vous, en tant qu'entreprise, vous avez aussi un rôle à jouer. Votre rôle, bien sûr, n'est pas de faire appliquer les droits humains, mais votre rôle va être de respecter les droits humains. Vous devez veiller à ce que, pardon, dans votre activité, les droits humains soient respectés. Et au-delà de veiller à ce qu'ils soient respectés, vous pouvez aussi jouer un rôle en travaillant à la promotion de ces droits, que ce soit dans les relations avec vos parties prenantes, comme voilà, vos fournisseurs, vos sous-traitants, autres que vos salariés. Donc, comment est-ce qu'une entreprise peut avoir un impact sur les droits humains? Eh bien, dans la slide d'après, je vous montre des exemples de ce qu'on pourrait qualifier de violation des droits humains, puisque parfois l'activité, elle peut rentrer en contradiction avec certains droits. Donc, par exemple, vous pouvez directement causer une violation des droits humains sans parfois en être totalement conscient, hein, mais ça peut être, par exemple, l'oubli de porter du matériel de sécurité et donc les salariés sont dans une situation qu'on pourrait qualifier de dangereuse. Ils ne disposent pas du matériel approprié et auquel cas, et dans la pire des situations, ça peut impliquer des risques parfois mortels. Et donc là, typiquement, le droit à la vie n'est pas forcément respecté. Donc là, ici, l'entreprise cause directement. Et pareil, ça ne répondrait pas à le droit qui est d'avoir un environnement de travail qui est favorable et qui est juste. Donc là, on n'y répondrait pas.
Ensuite, si par exemple dans votre entreprise, vous constatez qu'il y a une tendance à embaucher, à soutenir, pardon, à ne pas embaucher, à ne pas soutenir et à ne pas promouvoir par exemple du personnel qui serait senior, eh bien là, ce serait une discrimination envers, par exemple, l'âge. Ça, c'est aussi la cause directement de l'entreprise. Et donc ici, vous pouvez être accusé donc de discrimination de la part de vos salariés. Est-ce que vous savez, et là je vous laisse me répondre dans le chat, alors vous verrez pas la réponse, mais je vous laisse m'écrire, combien, en France, on estime qu'il y a de critères de discrimination justement? Alors je vous laisse me répondre donc dans le chat, à votre avis, combien de critères de discrimination il existe en France? Alors je vois beaucoup de personnes qui me répondent 10, je vois 18, je vois 20, je vois 8. Je vois beaucoup de 10 apparaître. 20, 7, 25, 8, 15, 30, 15, 7, 25, environ 10, 15, 28, 10, 10, 20, 15, 20. Alors, la bonne réponse a été citée. Je vois 26, 25, oh, 35. Alors là, c'est un peu généreux, mais on aimerait bien. Pour le coup, c'est moins. Mais il y en a certains qui ont cité la bonne réponse, d'autres me disent aucune idée. La bonne réponse, effectivement, c'est 25. Il y en a 25 selon le défenseur des droits. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça varie. En fait, ce chiffre, globalement, il est compris entre 23 et 25, puisqu'on ne va pas retrouver exactement les mêmes critères dans le code relatif à la fonction publique et, par exemple, le code du travail. Mais on va toujours prendre on va dire le panel haut, qui est celui du défenseur des droits, qui liste donc à 25. Je vous invite à les regarder, ces 25 critères de discrimination, parce qu'on a souvent tendance à avoir en tête les principaux, qui sont effectivement ne pas discriminer sur l'âge, la couleur de peau, le sexe, mais en réalité, il y en a de nombreux autres, et je vous invite toujours à les relire, puisque dans le cadre du recrutement, on peut avoir parfois tendance à, euh, à faire une discrimination sans toujours s'en rendre compte. Et enfin, au lieu, de causer directement, l'entreprise, elle peut parfois contribuer à une violation, c'est-à-dire pas forcément, volontairement s'en rendre compte. Donc là, je vais prendre l'exemple, par exemple, si, votre usine, a des effluents nocifs qui, pris isolément, ne sont pas forcément dangereux, mais dont les faits accumulés avec l'usine d'à côté, qui vont être déversés dans l'eau, vont en réalité mettre en péril justement la potabilité de l'eau et l'assainissement. Et là, en fait, vous allez indirectement contribuer à une violation des droits humains, voilà, sans forcément l'avoir causé directement. Donc là, il va falloir travailler avec l'usine d'à côté pour voir comment pallier à cette violation. Alors concrètement, pourquoi est-ce que vous êtes impliqué dans le respect des droits humains? Eh bien, tout simplement parce que ça va impliquer différents enjeux et risques pour vous en tant qu'entreprise. Et la première, je dirais que c'est la responsabilité morale. Il va relever en fait de votre responsabilité de faire en sorte que les droits humains soient respectés. Et au-delà de ça, bien sûr, ça peut provoquer des risques légaux, comme la plupart des droits fondamentaux qui sont reconnus internationalement sont retranscrits dans le droit national, eh bien, on peut aujourd'hui vous attaquer. Je reprends par exemple l'exemple de la discrimination parce que votre entreprise serait suspectée de ce droit-là, du non-respect de ce droit-là, ou bien par exemple, si vous interdisez la présence des syndicats, eh bien, ça peut être considéré aussi comme une violation du droit du travail. Donc, il y a des risques légaux qui peuvent être en jeu. Vous avez aussi des risques opérationnels. On peut reprendre l'exemple ici du matériel de sécurité qui ne serait pas assez présent dans l'entreprise. Eh ben, ça peut amener à perturber tout simplement l'activité de l'entreprise. Donc, c'est tout à votre avantage de prendre en compte tous ces enjeux. Et enfin, un des sujets, un des risques qui revient le plus quand on parle de droits humains, c'est souvent d'ailleurs celui, auquel on pense en premier, c'est bien sûr le risque réputationnel et c'est toujours la crainte d'une entreprise d'être mis sur le devant de la scène, notamment dans les médias, parce que vous auriez, violé justement un droit humain. Donc c'est un des risques qui est le plus présent et qui peut impliquer dans, beaucoup de situations des risques financiers, par exemple comme la perte d'un contrat ou un investisseur qui ne va pas investir dans votre entreprise. Et les risques financiers, ils peuvent aussi découler justement des risques légaux, puisque vous pouvez être condamné parfois à verser des dommages et intérêts. Alors, Elisabeth dans le chat nous dit qu'elle serait intéressée de recevoir les 25 critères de discrimination. Ben, Émile, est-ce que tu peux envoyer le site du défenseur des droits dans le chat et puis comme ça, vous pourrez bien les relire. Alors, une fois qu'on a identifié qu'il y a certains enjeux pour vous,
et qu'il y a également des risques, quel va être concrètement votre rôle? Comme on a identifié, ces nombreux enjeux et ces nombreux risques, les, Nations unies ont décidé, au fil du temps de poser un cadre. Ça a été le fruit de différents groupes de travail, de différentes tentatives. C'est assez délicat, hein, de poser un cadre, aux entreprises sur le sujet des droits humains, donc il n'y a pas de cadre contraignant, au sens strict, mais les Nations unies ont mis en place un cadre volontaire qu'on appelle les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Et donc ces principes, ils concernent toutes les entreprises, mais ils ont eu aussi vocation, en 2011, à vraiment s'adresser aux entreprises multinationales qui avaient des activités justement à l'étranger et qui là, je l'ai vu aussi passer dans le chat, parfois le droit national qu'on connaît nous, ne s'applique pas. Parfois, dans certains pays, vous l'avez dit, il y a certains droits, qui ne sont pas respectés et donc c'est important que même si l'entreprise est présente dans un autre pays ou a un fournisseur dans un autre pays, eh bien qu'elle s'applique quand même un cadre directeur. Donc ce cadre, il est bien rappelé que c'est bien à l'État qu'il incombe de protéger les droits humains. Donc on ne demande pas aux entreprises d'avoir ce rôle-là. Par contre, on va demander aux entreprises de respecter les droits humains. Et donc ça signifie qu'elle doit à la fois éviter bien sûr de porter atteinte aux droits humains, mais aussi de remédier aux incidences négatives qu'elle peut avoir sur les droits humains. Et donc, dans ce cas-là, on va, identifier, on va dire, 3, possibilités pour les entreprises d'avoir un impact sur les droits humains. La première, vous la voyez, c'est celle qui est listée à l'écran, c'est le petit A. On va exiger des entreprises donc qu'elles évitent directement d'avoir des incidences négatives sur les droits humains. Donc là, c'est ce qu'elles causent, c'est les 2 exemples que je vous ai évoqués tout à l'heure ou d'y contribuer par leurs propres activités. Donc, c'était le troisième exemple, c'est quand vous contribuez aux activités. Et on va exiger justement dans ces situations-là qu'elles mettent en place des actions pour faire en sorte que ça ne se produise pas. Et la deuxième, qui est un petit peu plus complexe, c'est qu'on va demander aux entreprises, dans le cas où elle peut être liée en fait, à des violations de droits humains. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vous qui causez directement, c'est pas vous qui contribuez directement, mais en fait, vous y êtes lié, d'une certaine manière. Et donc là, on va vous demander de vous efforcer de prévenir et d'atténuer les incidences négatives sur les droits humains qui sont liées à votre activité. Et donc ça, c'est valable surtout par vos relations commerciales. Par exemple, vous avez un fournisseur qui interdit la liberté d'association. Donc là, c'est pas de votre faute directement, mais il y a une incidence, en fait, votre action a une incidence, sur, enfin voilà, vous êtes lié à, cette violation des droits humains de la part de votre fournisseur. Alors je regarde rapidement les messages dans le chat. Tout à fait, Carmen, les risques opérationnels sont aussi des risques légaux. Effectivement, il y a une obligation, hein, de la part de l'entreprise de sécurité et donc justement, parfois vous pouvez, sous-traiter une action. On le voit beaucoup, hein, je prends l'exemple de la sécurité, mais voilà, parfois vous allez, sous-traiter un chantier, à un sous-traitant et là, on se rend compte que les enjeux de sécurité au travail ne sont pas respectés. Et bien, en fait, en tant qu'entreprise qui a engagé ce sous-traitant, vous avez, cette responsabilité-là d'aller vérifier que ces enjeux de santé et sécurité sont bien respectés. Parce que vous pouvez contribuer à cette violation. Alors, qu'en est-il une fois qu'on a énoncé, votre, obligation donc de respecter, ces droits humains? Vous pouvez donc mettre en place différentes politiques, différentes procédures en lien avec justement votre taille, vos particularités. Et une des premières actions que vous pouvez mettre en place, c'est vous engager. Et donc pour ça, vous pouvez le faire à travers une déclaration d'engagement qui peut être diffusée publiquement, où vous énoncez clairement que l'entreprise respecte les droits humains. Et donc ça, bien sûr, ça tient compte à la fois du cadre légal, hein, on l'a dit, c'est vous respectez tout simplement le droit du travail, mais ça va plus loin finalement, parce que là, vous vous engagez aussi à faire en sorte, par exemple, que vous attendez de vos partenaires commerciaux qu'ils respectent aussi les droits humains. Et donc cet engagement, il doit vraiment venir du plus haut de l'entreprise, donc idéalement, bien sûr, du fondateur de l'entreprise, du PDG. Vous pouvez, une fois que vous avez pris cette déclaration d'engagement, faire un travail en interne pour d'abord, dans un premier temps, identifier les risques qui peuvent être liés aux droits humains dans l'entreprise et les prévenir, ces violations des droits humains, que ce soit dans vos propres opérations ou justement, on l'a dit, chez vos fournisseurs, chez vos sous-traitants. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus en détail juste après.
Et ensuite, la troisième chose que vous pouvez mettre en place, c'est mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de recours, donc ou, appelé aussi également un dispositif d'alerte, pour permettre à ces salariés et ces parties prenantes de faire remonter anonymement des alertes. Donc là, je vous ai résumé en 3 grandes étapes, mais ce qu'en réalité, l'OCDE et les Nations unies vont appeler la diligence raisonnable en matière de droits humains. Donc c'est peut-être un terme que vous avez déjà, entendu. On retrouve beaucoup ce terme dans les grandes entreprises, parce que c'est, voilà, l'OCDE, hein, qui avait, publié, ce qu'on appelle le processus, donc comment mettre en place une diligence raisonnable, surtout dans les grandes entreprises en matière de droits humains. Mais vous aussi, en tant que plus petite entreprise, vous pouvez mettre en place donc un processus de diligence raisonnable, donc par exemple avec les 3 étapes que je vous ai citées, juste au-dessus. Alors on va revenir, justement, dans ces 3 étapes. Donc la première, on l'a dit, c'est la déclaration d'engagement. Alors la déclaration, elle peut être assez courte, finalement. Elle peut exposer donc en quoi vous avancez, publiquement, quels sont vos engagements et surtout aussi quelles sont les attentes par rapport à vos partenaires commerciaux. Donc d'abord, je l'ai dit, hein, elle doit être approuvée par le plus haut niveau de l'entreprise, ça c'est important et donc signée, hein, par, ce plus haut niveau et donc vous devez énoncer dedans ce que l'entreprise, elle attend concrètement du personnel, des partenaires commerciaux et de toute autre, partie qui va être liée à votre activité. Donc quelles sont en fait vos attentes par rapport aux autres? Cette déclaration, idéalement, elle doit être accessible publiquement. Donc vous pouvez, voilà, en faire l'objet d'une communication interne, externe, la faire savoir aussi, auprès de vos partenaires commerciaux et au-delà d'être prise, cette déclaration, et c'est peut-être ça le plus important, c'est que surtout elle doit se ressentir et découler dans toutes les actions de l'entreprise. Donc dans toutes vos politiques et vos procédures opérationnelles, on doit voir en fait incorporer cette politique de respect des droits humains. Donc au-delà de la déclaration, c'est toujours bien derrière de mettre certaines actions en place. Donc une fois que cette déclaration d'engagement, elle a été prise, ou même vous pouvez la prendre même après, la deuxième étape qui est l'identification des risques. Ça, c'est vraiment l'étape la plus, importante, c'est prendre le temps d'aller identifier les risques de violation de droits humains qui peuvent exister dans votre entreprise et donc pour ça, vous pouvez vous appuyer sur différentes ressources, faire appel à des experts, vous appuyer sur différentes parties prenantes pour essayer d'établir tout ce qui peut exister. Alors d'abord dans vos propres opérations et aussi et surtout dans justement vos activités, dans votre chaîne de valeur. D'où viennent vos matières premières? Où est-ce qu'elles sont produites? Quel est, voilà votre fournisseur dans la livraison? Quels risques peuvent être liés, à ce fournisseur? Donc bien sûr, c'est un travail qui prend du temps, qui peut parfois être long, mais il faut essayer d'être méthodique et de prioriser, d'aller justement, droit au but. En tant que PME, je dirais en fonction de votre taille, ce qui est fondamental et c'est ce que font d'ailleurs les grandes entreprises, c'est vraiment d'aller se focaliser sur vos plus gros fournisseurs ou vos plus gros sous-traitants, ceux avec qui vous avez, la relation, commerciale la plus forte pour essayer de détecter justement, ces risques liés, aux droits humains. Donc en termes de texte, je l'ai dit, mais vous pouvez vous baser sur la Charte internationale, des droits de l'homme, mais aussi la déclaration relative aux principes et aux droits fondamentaux du travail qui a été mis en place donc par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Vous pouvez relire les différents droits qui sont énoncés pour voir dans quelle mesure ils peuvent être mis, en péril. Je vous donnerai aussi à la fin quelques ressources, des sites qui répertorient, les risques liés aux droits humains dans les différents pays. Par exemple, si vous avez, une action, particulière, en Côte d'Ivoire et ben, vous pourrez aller voir si en Côte d'Ivoire, il y a certains risques qui peuvent être, identifiés. Alors, une fois que vous avez identifié, vos risques, vous avez donc, je dirais la mission de prévenir ces risques. Donc on l'a dit, vous pouvez, causer directement ou vous pouvez parfois, contribuer à une incidence négative ou être lié. Vous n'avez pas toujours la main, d'agir, mais dans la première situation qui est la plus évidente, je dirais, c'est si vous avez vraiment le pouvoir de prévenir et d'atténuer directement cette incidence négative. Dans ce cas-là, c'est votre rôle d'essayer d'exercer ce pouvoir pour vraiment mettre fin à cette incidence négative. Donc, essayer de mettre en place, des formations, de faire des audits pour voir ce qui se passe, de mettre en place des nouveaux processus, de mettre en place des clauses dans les contrats, de faire signer des codes de conduite. Vous avez cette possibilité directe de prévenir et d'atténuer directement l'incidence négative.
Dans la deuxième situation, c'est quand vous n'avez pas directement le pouvoir de prévenir. Vous n'avez pas directement le pouvoir de l'atténuer, cette incidence négative. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle votre influence. Donc, c'est, identifié dans les principes directeurs des Nations unies comme leverage. C'est votre influence pour, ben, accompagner, par exemple, votre fournisseur, pour mettre fin à cette violation. Donc ça peut être, par exemple, des formations que vous mettez en place. Vous pouvez aussi, collaborer avec d'autres entreprises qui travaillent avec, par exemple, ce fournisseur ou cette structure pour avoir une action, collective. Vous pouvez aussi vous appuyer sur différentes fédérations professionnelles qui peuvent avoir plus de poids et qui peuvent, inciter, selon le secteur d'activité, à réduire le risque de violation des droits humains. Et dans la troisième situation, c'est quand vous n'avez pas le pouvoir de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives, que vous n'êtes pas en mesure, d'arriver directement à cet objectif. Et bien là, malheureusement, ce qu'on va conseiller, c'est de mettre fin à cette relation commerciale. C'est de vraiment prendre en compte toutes les violations qui peuvent exister et de prendre acte que cette relation commerciale ne peut pas durer. Alors, bien sûr, on a tout à fait conscience que parfois il est très compliqué de mettre fin à une relation commerciale. Je vais prendre un exemple dont on entend beaucoup parler, c'est par exemple le cas des Ouïghours en Chine. Le cas des Ouïghours en Chine, vous le savez, c'est une situation donc de travail forcé, mais qui est très particulière, parce que c'est une situation de travail forcé qui est imposée par l'État. Et donc là, vous en tant qu'entreprise, et même les plus grandes entreprises, même les multinationales, n'ont absolument pas de pouvoir pour mettre fin à cette situation de travail forcé. Et donc là, la recommandation qu'on donne, même aux plus grandes entreprises, et parfois c'est arrivé, c'est de se désengager de cette situation. Bien sûr, dans le cas de cette situation qui est quand même très particulière parce que c'est imposé par l'État, donc la solution finale, c'est le désengagement. Mais avant, il y a tout un travail aussi et un rôle des politiques qui peuvent travailler sur ça. Et donc souvent, ben, les entreprises peuvent s'appuyer aussi sur les institutions publiques, sur les gouvernements pour pouvoir justement inciter à ce qu'il y ait des changements dans ces zones-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la collaboration vraiment multi-parties prenantes. C'est vraiment essayer de travailler avec vos pairs, avec d'autres structures, avoir une approche voilà, multi-parties prenantes, multi-acteurs pour essayer de faire changer les pratiques. Donc, on a conscience que voilà, parfois c'est difficile, hein, de rompre une relation commerciale. Je pense que la première question à se poser, si vous avez identifié ce risque-là, chez l'un de vos fournisseurs, c'est vraiment de se demander: «Est-ce que cette relation commerciale, elle est cruciale pour l'entreprise?» Est-ce que c'est, par exemple, votre plus gros fournisseur ou est-ce que c'est un petit fournisseur? Et donc si dans le cas où c'est votre plus gros fournisseur et que vous ne pouvez pas, vous désengager, ça arrive, on l'entend, tous les jours, hein, parfois, voilà, v c'est un fournisseur unique, vous savez qu'il y a des violations des droits humains, mais c'est uniquement votre fournisseur. Dans ce cas-là, vous allez avoir conscience que l'atteinte, elle se poursuit. L'entreprise, vous allez finalement rester dans cette situation, mais il va falloir montrer vraiment que vous avez mené tous les efforts possibles pour essayer d'atténuer le plus possible l'incidence. Et il va falloir aussi, quelque part, assumer que vous êtes prêt à accepter toutes les conséquences, que ce soit en matière de réputation, d'un point de vue financier, et juridique. Donc voilà, c'est pas, à l'avantage de l'entreprise. Il va falloir pouvoir justifier le maintien, de ce lien, de vous préparer potentiellement. Je prends, l'exemple, aussi d'entreprises qui ont identifié certains risques dans leur chaîne de valeur. Eh bien, elles ont rédigé des documents en interne qui identifient ces risques-là, qui, et ont énoncé toutes les mesures qu'elles ont essayé de mettre en place et qui sont accessibles, par exemple, à la demande de certaines structures. On peut les consulter. Nous, en tant que citoyens, on peut dire: «Beh, voilà, est-ce que vous avez identifié ce risque-là? Je souhaite, m'informer auprès de l'entreprise pour savoir si elle a identifié ce risque», et l'entreprise peut sortir ces documents un petit peu confidentiels pour dire: «Beh, oui, on a bien identifié ce risque. Voilà comment on le traite». Donc voilà pour la prévention des risques. Une fois que vous avez donc bien identifié, et que vous avez essayé de prévenir ces risques, il y a, une procédure qui est très importante à mettre en place. C'est ce qu'on appelle le dispositif d'alerte ou le mécanisme de recours pour permettre à vos salariés, mais justement à plus largement, vos parties prenantes, de vous faire remonter anonymement des alertes. Donc, dans, ce dispositif d'alerte, l'objectif, c'est quand même qu'il soit anonyme pour faire remonter des alertes en matière de droits humains, pour que la personne soit protégée.
Et donc ce dispositif d'alerte, finalement, il va avoir deux fonctions. La première, c'est de vous aider à identifier certains risques qui peuvent exister. Parfois, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas identifier certaines violations qui peuvent exister dans l'entreprise et donc ça va vous permettre déjà de faire remonter certaines choses qui existent et je pense aussi, que ça peut être le cas avec un de vos partenaires commercial, principal. Vous pouvez communiquer, ce dispositif d'alerte à un de vos partenaires commercial et donc un des salariés peut faire remonter un risque qui existe, heu, au sein du partenaire commercial, mais qui vous remontera à vous directement. Et ensuite, la deuxième fonction, au-delà d'identifier, c'est bien sûr d'essayer d'y remédier. On l'a dit, votre rôle, au-delà d'identifier, c'est de mettre en place des mesures qui peuvent atténuer, ce risque et donc pour y remédier, ben, une fois qu'avec le dispositif d'alerte, on peut tout simplement y remédier plus facilement et directement, répondre à ces incidences négatives. Donc ce dispositif d'alerte, voilà, il est vraiment, je dirais, fondamental. C'est une des premières étapes qui doit être mise en place, dans l'entreprise. Alors, hem, peut-être ce qui pourrait être, intéressant, c'est, de vous questionner, sur ce que vous avez, peut-être déjà mis en place, vous, dans votre entreprise. Est-ce que vous pourriez, alors je dis vous, mais du coup, Émile, est-ce que tu pourrais lancer le sondage, voilà super, de ce que vous, vous avez déjà mis en place, dans l'entreprise? Est-ce que vous avez déjà élaboré une, déclaration d'engagement? Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'identifier, mais aussi de mettre en place des mesures pour prévenir les risques? Ou est-ce que vous avez déjà mis en place un mécanisme de recours? Donc là, vous pouvez cocher directement, vous avez la possibilité de cocher plusieurs, cases et je vous partagerai, les résultats. Une fois que le sondage sera fini, pour que vous voyiez un petit peu, ce qu'il Bah, en est. je précise juste que la différence entre la deuxième option et la troisième option, c'est que la deuxième se concentre sur les propres opérations et la troisième, c'est à la fois les propres opérations de l'entreprise et la chaîne de valeur. Alors vous êtes à peu près une quarantaine à avoir répondu. On va attendre et prendre le temps de laisser tout le monde répondre. Si vous n'avez, rien mis en place, voilà, il y a aucun souci. L'objectif, c'est de savoir un petit peu qui a déjà mis en place des éléments. Donc voilà, vous êtes à peu près une cinquantaine à avoir mis en place, plusieurs choses. Ce qui, ressort, le plus, c'est, la déclaration d'engagement et l'identification des risques dans vos propres opérations. Alors est-ce que vous voyez les résultats du sondage? Voilà, normalement, on a affiché, donc vous le voyez, vous êtes donc, 58 dans ceux qui ont voté, donc à avoir élaboré donc une déclaration d'engagement, donc, à peu près une trentaine d'entreprises. Une trentaine d'entreprises également qui ont identifié les risques et qui ont mis en place des mesures de prévention dans vos propres opérations. Et un peu plus d'une vingtaine qui a fait ce travail-là aussi dans la chaîne de valeur. Et par contre, une petite minorité sur, le mécanisme de recours, qui, est, peut-être la clé sur ce sujet justement, des droits humains. Alors merci de nous avoir, permis d'avoir une meilleure visibilité sur, des actions que vous avez potentiellement, mis en place. Ce que je vous propose, c'est, ben, voilà, de terminer en tout cas sur la partie un peu théorique, de ce qu'on a, proposé aujourd'hui, peut-être pour vous donner des conseils sur la thématique de la déclaration de l'engagement. Vous avez la possibilité de trouver des trames qui existent directement en ligne ou même vous pouvez vous appuyer sur des IA pour faire une déclaration d'engagement qui est assez courte, qui énonce, voilà, quel est votre engagement et d'ajuster en fonction de ce que vous attendez de vos partenaires commerciaux. Sur le sujet de l'identification et de la prévention des risques, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment des recommandations qu'on peut vous donner, c'est de vous concentrer sur vos plus gros volumes, d'achat, sur, vos plus gros fournisseurs ou, les sous-traitants, les plus présents, dans le cadre de vos activités commerciales et d'essayer d'identifier quels sont les risques de violation vraiment les plus graves qui peuvent, exister. C'est d'abord une première étape et je vous rassure, c'est la première étape que prennent, voilà, toutes les entreprises. Quels sont les risques de violation les plus graves et qui est-ce que je vais voir en premier dans ma chaîne de valeur. Et enfin sur, le mécanisme de recours, ça peut être un mécanisme qui est assez simple, comme par exemple la mise en place d'une adresse mail, qu'il est possible de contacter anonymement. C'est ce qui est possible, voilà, de faire, le plus, je dirais, rapidement.
Notamment parce que, bah, cette adresse mail, elle pourra être, diffusée dans l'ensemble des pays, parce que parfois, bon, dans certaines entreprises, il y a des mécanismes un petit peu plus complexes, hein, qui sont mis en place, mais qui du coup, qui doivent être traduits, dans, différentes, langues. Donc les conseils, étant, apportés, on va, vous présenter, 2 situations pratiques. La première, c'est dans le cas d'une entreprise qu'on a appelée Prox, qui est une entreprise donc de, 180 salariés. Elle fabrique des fournitures de bureau et il y a plusieurs donneurs d'ordre, plusieurs clients qui lui ont demandé, est-ce qu'elle était engagée justement en matière de droits humains? Et donc pour, assumer aussi pleinement sa responsabilité, l'entreprise Prox, elle a décidé de formaliser cette démarche en matière de droits humains. Donc, elle a mis en place dans l'entreprise une équipe, interfonctionnelle, donc avec, le service achat, le service RH et puis, le d'autres parties prenantes qui peuvent être impliquées. Une équipe a été constituée dans l'objectif donc d'identifier quels sont les principaux risques qui peuvent exister à la fois dans l'entreprise et chez les fournisseurs. Donc, par exemple, des risques de discrimination, de santé et sécurité, des risques, par exemple, de travail des enfants chez un fournisseur. Et donc sur la base de l'analyse, l'entreprise élabore une démarche en plusieurs points. La première, c'est qu'elle va élaborer justement une déclaration d'engagement et qu'elle va mettre en place, par exemple, un code de conduite pour les fournisseurs. Donc elle va demander à ses fournisseurs de signer ce code de conduite. Et puis, elle décide, par exemple, si elle a identifié qu'il pouvait y avoir un risque en matière de discrimination, beh, de former, l'ensemble de ses salariés. Plus largement au sujet des droits humains, ça peut être aussi, la formation de ses acheteurs principaux et de mettre en place des par exemple, sur le risque de discrimination, des ce qu'on appelle des entretiens structurés pour éviter que ces discriminations aient lieu. Donc là, c'est vraiment des mesures d'atténuation. On va essayer d'atténuer les incidences négatives et la mise en place d'une adresse mail pour collecter les alertes. Donc ça, c'est la première situation, qu'on peut, détecter et puis dans, la deuxième situation qu'on vous a présentée, donc on prend un autre cas. Cette fois-ci, c'est une entreprise beaucoup plus petite de 30 salariés qui fabrique un composant électronique et pareil, le dirigeant souhaite, voilà, s'assurer, que son entreprise respecte les droits humains et donc là, avec quelques salariés, ils vont essayer de réfléchir aux risques qui peuvent exister et donc ils vont identifier les 3 plus gros fournisseurs et donc cette entreprise, elle va, identifier que l'un de ses fournisseurs a été suspecté d'un risque de travail forcé, justement. Et donc, sur la base de ces résultats, l'entreprise a commencé à mettre en place des premières actions et donc, par exemple, la première, ça va être de prendre contact avec une organisation de la société civile qui est présente dans la région où se situe le fournisseur et aussi de contacter d'autres entreprises qui se fournissent chez ce fournisseur pour avoir une action, groupée pour essayer de mettre fin à cette pratique de travail forcé ou en tout cas comprendre, ce qui se passe dans l'entreprise. Donc là, on utilise vraiment son influence, auprès de ce fournisseur-là. Et bien sûr, en fonction de ce qui pourra être mis en place, beh, de réévaluer la relation commerciale. Soit, je dirais le poids de la coalition, fait foi et le fournisseur, met fin à cette pratique, soit, eh bien, vous devez mettre fin, à la relation commerciale. Là, il y aura de toute façon une réévaluation. Et enfin, vous avez toujours, la première étape, vous avez la possibilité d'élaborer, de diffuser donc une déclaration d'engagement. Pour faire, tout ce travail, si vous souhaitez vous engager donc dans, l'identification de ces risques-là, vous pouvez vous baser sur différentes ressources qu'on vous met à disposition. Alors les 2 premières ressources que vous voyez affichées, donc c'est, les principes directeurs relatifs aux entreprises aux droits de l'homme. C'est assez court à lire, donc je vous invite vraiment, à lire ce document et ce qu'on appelle donc le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises. Donc c'est à nouveau cette vigilance que va avoir l'entreprise sur le sujet des droits humains qui va, découler, dans, ses opérations et donc là, on détaille tous les processus de la diligence raisonnable, donc l'identification, la prévention, les dispositifs d'alerte, comment communiquer aussi sur ces sujets-là. Donc vous avez tout un guide de l'OCDE, à disposition. L'OIT également, a, un guide, mais qui est plutôt à l'intention des entreprises, multinationales. Et à droite, vous avez différentes images qui sont en fait des ressources sur lesquelles vous appuyez, comme je le disais tout à l'heure, pour identifier ce qui se passe dans le monde en matière de droits humains. Donc les plus grandes références, ça va être l'indice, ce qu'on appelle CSI, où vous avez, la liste en fait, voilà de tous les pays du monde et quel est l'état, des droits des travailleurs. C'était principalement concentré sur, les tout ce qui était liberté d'association, mais ça s'est, désormais élargi à différents droits. Vous avez la Fair Trade Risk Map
roadmap qui est également accessible, le rapport mondial de Human Rights Watch, qui est une très bonne référence pour faire état des lieux des droits humains dans le monde, et l'indice de ce qu'on appelle l'esclavage, Global Slavery, qui fait en réalité référence à en partie le travail forcé. Et vous avez aussi une ressource qui est alors principalement en anglais, qui dépend donc du Global Compact, le Business and Human Rights Navigator, qui va venir parler de différents enjeux liés aux droits humains qui existent dans les entreprises spécifiquement, puisque certaines ressources que vous voyez en haut, par exemple Human Rights Watch, ne concernent pas totalement les entreprises. Donc voilà pour ces ressources. Je vous remercie pour votre attention. On va passer, il est 10h42, donc à un temps désormais de questions-réponses. Peut-être rappeler aussi, et ça c'est important, de pourquoi vous pouvez être concerné par ces thématiques-là, parce qu'il faut avoir en tête que sous la coupe droits humains, vous l'avez vu, on parle aussi finalement de santé et sécurité, de droit du travail. Donc sous la coupe droits humains, vous avez en réalité beaucoup d'actions qui sont liées au droit national. Et donc, en fait, sans forcément vous en rendre compte, vous respectez probablement les droits humains. Et donc, par exemple, quand un client ou un donneur d'ordre vous demande quelle est votre action en lien avec les droits humains, ben, sachez que vous avez sûrement déjà mis en place des choses. Donc, vous pouvez refaire une déclaration, voilà, une déclaration d'engagement et dire, voilà, on a cette déclaration d'engagement et par ailleurs, on s'assure par des audits, par différents processus que les droits humains sont bien respectés dans l'entreprise. Donc, vous pouvez être concerné de plus en plus dans les années à venir parce que de nombreuses grandes entreprises sont soumises à des législations, à des réglementations. Vous avez peut-être entendu parler de la CSRD, du devoir de vigilance, de la CS3D à venir, où on va demander à des grandes entreprises et des PME cotées également de rendre des comptes sur différents indicateurs qui sont liés justement aux droits humains. Donc petit à petit, et je pense que Émile vous en a parlé, mais ça découle en fait voilà, de ces donneurs d'ordre, de grandes entreprises. En tant que fournisseur, on va vous demander de répondre à certaines questions. Et donc, c'est toujours bien d'avoir commencé ce travail en amont, de vous préparer finalement aux questions qui peuvent être posées par des grandes entreprises. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je ne sais pas si Martine est présente. On a la chance d'accueillir Martine, qui est en mécénat de compétences chez nous. Martine Boursier-Reis a été Risk Manager dans l'entreprise Michelin. Et donc, on sait aussi qu'il y a peut-être des fournisseurs de Michelin dans cette assemblée. Peut-être, Martine, on va te donner l'accès au micro pour que tu puisses vraiment très rapidement nous dire dans quelle mesure, voilà, j'ai activé le micro, dans quelle mesure, en tant que grande entreprise, vous pouvez demander justement à vos fournisseurs de respecter les droits humains? Oui, on t'entend, Oui, Martine. Vas-y. pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit doute. Oui, donc Martine Boursier-Reis, je viens de rejoindre le Pacte mondial du Réseau France en mécénat de compétences et je travaillais au préalable, mais jusqu'il y a encore très peu de temps, puisque j'ai démarré ma mission le 1er juin, je travaillais chez Michelin comme risk manager sur les risques sociaux et une partie de mon activité était pour le compte de la gouvernance des droits de l'homme du groupe. Donc oui, je ne peux que répéter ce qu'indique Éline, à savoir que lorsqu'une entreprise s'engage publiquement sur la question du respect des droits fondamentaux des personnes, donc tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est très important pour nous aussi que toute notre que tous les acteurs de notre chaîne de valeur soient avec nous sur ce sujet, parce que vous le constatez certainement tous, les chaînes de valeur sont longues et complexes, et qu'une entreprise toute seule ne peut pas tout faire elle a déjà un certain pouvoir d'action, mais elle ne peut pas tout faire. Donc c'est très important pour nous que nos fournisseurs, toutes les entreprises avec qui nous avons des partenariats, des relations d'affaires, soient aussi à bord sur ces sujets-là. Et c'est comme ça que tous ensemble, on arrivera à avoir un impact plus conséquent et finalement à contribuer à ce qui était l'origine de la création du Pacte mondial des Nations Unies en 1999,
qui était la contribution des entreprises à la réalisation d'un monde meilleur. Donc voilà. Donc c'est peut-être très idéaliste dit comme ça, mais quand on descend dans le concret des situations, toutes les actions sont importantes et elles ont toutes de la valeur. Donc voilà, je ne peux que vous engager à vous engager justement sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Martine. Et justement, donc, je vois dans la partie questions, les questions qui sont énoncées. Donc, alors, avez-vous des exemples de déclarations d'engagement? Donc, on va en mettre une en ligne dans quelques mois, puisqu'on va proposer un site où on mettra des exemples, mais vous pouvez en trouver en libre accès sur Internet, ou comme je le disais tout à l'heure, vous appuyez sur des intelligences aussi artificielles pour avoir certaines bases. Alors, existe-t-il une liste officielle des pays à risque? Eh bien, alors, il n'y a pas de liste officielle. Ça, c'est important à avoir en tête. Par contre, voilà, on relaie souvent l'action, enfin, les listes que je vous ai affichées à l'écran, qui sont des risques vraiment, des listes vraiment reconnues de la part de grandes ONG internationales. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ces listes-là. Ensuite, on peut avoir l'impression que les questions liées aux droits humains ne concernent que les entreprises qui travaillent à l'international. Est-ce une idée fausse? Effectivement, vous l'avez vu, hein, Martine a aussi témoigné. C'est souvent une fausse idée qu'on se fait. On se dit que voilà, c'est que pour les grandes entreprises. En réalité, ça vous concerne vous aussi en tant qu'entreprise uniquement travaillant en France ou en Europe, parce qu'il peut y avoir des violations des droits humains aussi sur notre territoire français. Il en existe. Par exemple, ça ne se voit pas forcément, mais il y a des fois des travailleurs sans papier qui sont dans les entreprises. Et donc là, on est sur une violation de droits humains, puisque parfois, ces travailleurs sans papier, on voit leur carte d'identité nationale confisquée. Et donc, ils sont finalement, ils se retrouvent dans une situation presque de travail forcé, puisque leur passeport étant supprimé, ils n'ont plus le choix de devoir travailler dans ces situations-là. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, par exemple, malheureusement, en France et aussi également en Europe. Donc vous pouvez être concerné. Et souvent, l'exemple qu'on donne sur le sujet des droits humains qui est très présent dans les entreprises, et c'est celui que j'ai énoncé à plusieurs reprises, c'est la situation des discriminations qui persistent énormément encore dans notre pays. Émile, si tu veux compléter, n'hésite pas. Non, non, c'est très clair. Peut-être en même temps que tu réponds aux questions, je vais lancer un sondage justement pour recueillir votre avis sur ce webinaire. Je vois qu'il y a des mains levées, donc peut-être vous donner la parole également. Je vois que Sébastien, Philippe Leblanc, Julie Belic souhaitent parler. Est-ce que c'était une erreur ou est-ce que vous souhaitez prendre la parole? N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Et pour les autres, n'hésitez pas à poser les questions dans l'onglet Q&A. Donc une personne dit, quand on est une PME travaillant uniquement avec des clients et des fournisseurs français et qu'on respecte la loi, il s'agit finalement de réaffirmer ce que déjà la loi en matière de droit français dit. Ça paraît un postulat de respecter les droits humains en France, en fait. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. On part effectivement, ça peut paraître une évidence, mais en réalité, la situation des droits humains dans le monde, et y compris en France, elle recule. Donc même si ça peut paraître une évidence, on constate qu'il y a tout de même certains droits qui ne sont aujourd'hui pas totalement respectés. Et parfois, on ne le voit pas toujours aussi. Quand on est à la direction d'une entreprise, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est pour ça que c'est important d'avoir une démarche, par exemple, où on met en place un mécanisme de recours pour faire remonter des choses qu'on ne verrait pas forcément. Il peut s'agir parfois d'une seule personne, d'un seul salarié dans l'entreprise qui est concerné par ces risques-là. Et aussi, votre démarche en tant qu'entreprise, c'est au-delà de se dire je respecte les droits humains, c'est quels risques peuvent exister. Donc peut-être que ça n'a pas lieu aujourd'hui. Par contre, d'ici peut-être 1 an ou 2 ans, il y a un risque qui peut apparaître dans l'entreprise. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous préparer à ces risques-là. C'est d'identifier les risques qui peuvent subvenir, et donc principalement effectivement chez vous, mais aussi chez d'autres fournisseurs, même s'ils sont français. Il peut y avoir des risques de violation de droits humains, même chez vos fournisseurs.
Et à nouveau, il ne faut pas toujours penser que ça n'existe qu'à l'international. Je prends l'exemple des travailleurs sans papier, des travailleurs migrants. Ça existe énormément en France, puisque, vous le savez, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, dans certains domaines où il y a des pratiques qui sont employées qui ne sont pas forcément respectueuses des grands textes internationaux. Alors, comment prouver qu'il n'y a pas de discrimination sur le plan documentaire à intégrer comment prouver, pardon, qu'il n'y a pas de discrimination sur le plan documentaire à intégrer dans la lettre d'engagement? Alors, sur la lettre d'engagement, on ne vous demande pas forcément de prouver. Ça, c'est important. On vous demande de vous engager. D'ailleurs, il faut éviter hein, de tout de suite mettre dans sa lettre d'engagement je suis sûr qu'il n'y a rien dans mon entreprise. Ça, vous ne pouvez pas le savoir, même sur le long terme. Par contre, vous vous engagez à mettre en place des mesures pour éviter qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, et comment prouver qu'il n'y a pas de discrimination? Il y a plusieurs process qui peuvent être mis en place. Des entreprises font ce qu'on appelle du testing. Le testing, vous avez peut-être entendu parler, c'est une pratique qui consiste à envoyer par exemple, sur le sujet de la discrimination, des CV où on va changer les noms, on va mettre le même parcours, les mêmes compétences, les mêmes diplômes, on va changer les noms pour regarder s'il n'y a pas de discrimination ou le sexe ou le lieu de résidence, par exemple, ou l'âge. On va changer l'âge, le sexe, le nom, différents critères qui peuvent être liés justement à la fameuse liste de critères de discrimination du défenseur des droits. On va changer ces différents éléments-là et on va tester auprès des salariés comment est-ce qu'ils réagissent au moment du tri des CV. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le testing. C'est ça qui a permis en France de détecter en fait les différentes discriminations qui pouvaient avoir lieu à l'embauche. Et sur d'autres discriminations, par exemple, comme le fait de ne pas soutenir, je prenais l'exemple tout à l'heure des personnes seniors, qui est une forme de délaissement hein, des personnes seniors, vous pouvez lancer des enquêtes auprès de vos salariés en leur demandant s'ils ont déjà ressenti dans l'entreprise à un moment qui n'était pas forcément considéré ou qu'ils ont eu des remarques. Par exemple, ça se fait beaucoup aujourd'hui sur la thématique du sexisme en entreprise. On peut sonder les entreprises. Est-ce qu'ils ont parfois eu l'impression d'avoir entendu des remarques sexistes? Parfois, on n'a pas forcément conscience d'ailleurs, hein, que ce soit des remarques sexistes ou racistes en lien avec la discrimination. Et ce qui peut être intéressant à mettre en place, c'est justement des formations dans l'entreprise. Vous pouvez mettre en place ces formations-là, sensibiliser vos collaborateurs sur ces sujets-là. J'espère que ça répond aux questions. Je vois aussi dans le chat, au-delà de l'onglet questions, voilà, bon, on a répondu aux questions également qui sont présentes dans le chat. Mécanisme de recours, oui, c'est bien une procédure effectivement d'alerte. C'est tout à fait. Peut-être, Eline, pour aussi rebondir sur une question que j'ai vu passer dans le chat par rapport aux obligations en matière d'anticorruption, vu qu'il existe aussi des mécanismes, des dispositifs d'alerte obligatoires justement pour des entreprises à partir d'un certain seuil sur le sujet de la lutte contre la corruption. Et on avait fait justement un cycle de formation avec l'Agence française anticorruption et il avait été expliqué qu'on pouvait tout à fait mutualiser les deux dispositifs, notamment dans les petites entreprises. Ça peut être en effet plus simple d'avoir un dispositif unique en matière d'anticorruption et de respect des droits de l'homme plutôt que deux dispositifs distincts. Donc, n'hésitez pas aussi à mutualiser si vous êtes une petite structure notamment. Ça peut être plus clair pour vous et vos salariés évidemment. Merci, Émile. Alors, je vois également dans le chat, à partir de quel âge peut-on être considéré comme un travailleur senior? Alors, en général, on considère un travailleur senior à partir de l'âge de 50 ans. Mais cette définition, elle n'est pas stricte, hein. Ça peut varier selon les pays, les contextes. Mais voilà, c'est souvent ce qu'on donne à peu près comme fourchette. C'est par exemple le risque qu'un travailleur senior, par exemple, peut être licencié à 51, 52 ans. Ça va être beaucoup plus compliqué parfois de retrouver du travail. On l'a beaucoup entendu dernièrement. Et donc, justement, une action de lutte contre les discriminations peut être de sensibiliser ses collaborateurs au fait de ne pas mettre de côté ces CV-là directement.
Alors, on a une question, comment définir le salaire décent? Eh bien, ça tombe très bien que Martine de Michelin soit là. Alors, sur le salaire décent, et puis je vais laisser Martine juste pour vous prévenir que nous, on va vraiment travailler sur cette thématique du salaire décent et vous permettre de pouvoir travailler surtout sur cette thématique-là. À partir d'octobre, on va organiser des webinaires vraiment dédiés au sujet du salaire décent, parce que c'est un sujet quand même complexe qui demande effectivement de bien affiner la définition. Et donc, je vous invite à nous rejoindre, devenir membre du Pacte mondial pour pouvoir justement participer à ces sessions sur le salaire décent. Il y aura des webinaires avec les autres réseaux locaux européens en anglais, mais on organisera des sessions locales également en français sur cette thématique. Peut-être Martine, est-ce que tu veux dire un mot sur comment tu définirais le salaire décent, toi, en tant qu'entreprise? Alors, le micro est coupé, je ne sais pas si... Ok, je reprends le. C'est bon? Oui, ça y est, on Vous t'entend. m'entendez? Donc voilà, donc j'étais aussi en charge chez Michelin j'étais responsable de ce programme de mise en œuvre d'une garantie de rémunération décente pour tous les salariés du groupe Michelin. Ce dont vous avez peut-être entendu parler, puisque on a eu un effet buzz assez incroyable, qui n'était pas du tout ce qu'on avait recherché. Mais bon, la définition d'une rémunération décente, c'est le revenu dont doit bénéficier un salarié pour subvenir aux besoins essentiels de lui-même et de sa famille. Et par besoins essentiels, on va entendre les questions du logement, de l'alimentation, l'éducation des enfants, les soins de santé, la capacité bien sûr à s'alimenter, s'habiller, acheter des biens considérés comme vraiment basiques dans le contexte local. Donc bien sûr, vous voyez bien que la définition n'est pas exactement la même dans tous les pays du monde. Et puis aussi de pouvoir se constituer une petite épargne de précaution pour faire face à des aléas de la vie. Donc voilà la définition. Ce qui est très important, c'est la notion de besoin essentiel. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'un besoin essentiel? Et c'est un revenu qui doit être constitué sans que les personnes aient recours aux heures supplémentaires. C'est-à-dire que la durée standard de travail doit pouvoir déclencher une rémunération qui vienne couvrir à minima ces besoins essentiels. Et puis par ailleurs, l'autre point très important, c'est qu'une rémunération décente, elle n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur mondiale qui s'appliquerait partout, il n'y a pas une valeur régionale au sens Europe ou Amérique du Nord. Il y a des valeurs nationales, mais elles ne sont pas forcément les plus pertinentes parce que ce revenu, il doit refléter les conditions de vie réelles de la personne, c'est-à-dire c'est forcément localisé. Donc voilà tous les éléments qui constituent la définition de la rémunération décente. Merci Martine, et j'en profite justement pour vous partager un article qu'on a écrit sur ce sujet au sein du Pacte mondial que vous retrouvez dans notre onglet Actualité, qui partage cette définition du Pacte mondial qui a été principalement établie donc, par l'Organisation internationale du travail, à savoir l'OIT. Eh bien, nous avons fait le tour des questions qui ont été présentes dans le chat. Je vous remercie, c'était un plaisir de partager cette première et pour le coup dernière session avec vous. Mais je serais ravie de vous retrouver peut-être, pourquoi pas justement sur le sujet du salaire décent ou plus globalement sur les sujets droits humains si vous décidez de rejoindre le pacte en tant que fournisseur. Et merci pour vos retours très positifs que je vois actuellement dans le chat que seuls les présentateurs peuvent voir. Merci à toutes et tous. Merci, au revoir. Au revoir.